Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du mois pour C2 ITSM. Donc, ce mois-ci, on est vraiment excités d'être avec vous. On a toute l'équipe d'analystes qui va me rejoindre sur caméra. Pas toutes, mais une bonne majorité sont là avec vous aujourd'hui. C'est une édition questions-réponses. Donc, au cours du mois, on a recueilli plusieurs questions des gens qui se sont inscrits aujourd'hui et on va répondre à ces questions-là aujourd'hui. On va aussi avoir un petit peu de temps pour les questions qui vont arriver au cours de la session. Et on est vraiment content de vous présenter toute notre expertise interne aujourd'hui avec l'équipe. On va aller directement dans le contenu aujourd'hui. On n'aura pas beaucoup d'introductions parce qu'on veut laisser la place à vos questions. Donc, petit rappel pour les gens qui nous joignent peut-être aujourd'hui pour la première fois. Participants, vos caméras, vos micros sont fermés pour être certain qu'on n'a pas de dérangement durant la session. Donc, si vous avez des questions, c'est via l'interface de Teams, soit dans la section questions-réponses, soit directement dans le chat, puis notre équipe va se charger de relayer ces questions-là à l'équipe à la toute fin du webinaire, par exemple. Ensuite, en termes d'enregistrement de la session, vous allez retrouver ça sur YouTube. Probablement au courant de la semaine. D'habitude, ça va dans la journée qui suit ou le vendredi. Donc, sur YouTube, dans le centre du webinaire, et vous allez recevoir le tout par courriel également, il y a des liens un petit peu à la fin de la présentation. Donc, vous allez avoir ces liens cliquables-là dans la présentation par courriel après le webinaire. Puis finalement, ben, comme d'habitude, à la toute fin, on a un sondage. Ces sondages-là nous aident à planifier les prochains webinaires, les prochains sujets qu'on va aborder dans la série. Donc, c'est super important pour nous. Donc, avant qu'on aille de l'avant un petit peu avec le contenu du webinaire tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser ce mois-ci, je voulais faire un petit peu un tour de table avec l'équipe pour être certain que si vous ne les connaissez pas tous déjà, bien que vous avez un petit peu un survol de qui est avec vous aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez Martine, qui est avec nous à tous les mois. Donc, je vais passer le micro à Martine, qui va être votre hôte durant la période de questions. Pour ma part, je reviens vous voir à la fin. Martine, je te laisse introduire l'équipe, puis après ça, on part. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Comme Maud le dit, on a une bonne partie de l'équipe des analystes, donc je suis super contente d'être entourée de toute mon équipe aujourd'hui. Vous le savez, je suis la gestionnaire d'équipe de services professionnels et de support. On va y aller dans l'ordre, vous ne le saviez pas, on va y aller dans l'ordre des bonhommes. Donc, je suis la première. Francis, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Couture, je suis dans l'équipe depuis bientôt 2 ans. J'ai un parcours un peu plus de 20 ans dans TI, développement de logiciels principalement. Et là, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je passe la balle à Rima. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Rima, je suis aussi analyste avec l'équipe C2 et je suis là depuis bientôt 3 ans. Et là, selon la photo, je passe la parole à Martin, qui est juste à côté de moi. Donc, bonjour, mon nom est Martin Herbert. Je suis analyste aussi avec l'équipe de C2 depuis 2 ans et quelques maintenant. Parcours informatique depuis 22 ans, surtout de programmation, puis aussi de gestion d'environnement, gestion de CMDB. Donc, Mélila. Merci. Donc, bonjour et bienvenue tout le monde. Moi, c'est Mélila. J'arrive à ma 3e année chez C2 comme analyste d'affaires. Je prends en charge les nouvelles implémentations des nouveaux clients. Je fais aussi de l'optimisation pour les clients existants. Et sinon, je prends aussi les projets de gestion de changement pour améliorer l'expérience utilisateur chez nos clients. Exactement. On se rappelle de Mélila le mois dernier et avant les fêtes aussi pour les webinaires de gestion de changement. Donc, merci encore une fois de te joindre à nous, Mélila, Martine, un autre merci. Et merci à toute l'équipe qui en sont à leur premier webinaire. Donc, je me retire. Je vous souhaite également une excellente semaine du personnel de soutien administratif parce qu'on sait que c'est des causes et des tâches qui sont très proches de notre audience. Donc, à tous, une bonne semaine de soutien. Et je me retire.
À tantôt. Merci l'équipe. Merci, Maude. Donc, on a reçu quand même plusieurs questions. Puis on en avait reçu dans d'autres webinaires aussi, là, suite dans les sondages de satisfaction. Donc, on a pris toutes ces questions-là, puis on les a séparées en 4 grandes familles. On a donc les API, les tableaux de bord et les rapports qui reviennent, l'expérience utilisateur, et on va terminer avec la CMDB et les CI. Donc, si on commence avec les API, au niveau des... Là, vous allez voir naturellement juste un petit survol avant que je laisse la parole à Martin qui va nous parler des API. On ne peut pas naturellement aller en profondeur là, dans chacun des sujets. On vous a quand même fait un sommaire vraiment plus à haut niveau pour répondre à des questions de base. Mais si jamais vous avez plus de questions, je vous invite à communiquer avec vos analystes par la suite. Donc, la première question, Martin. J'aimerais en savoir un peu plus long sur les méthodes pour utiliser les API. Parfait. Donc, bonjour à tous. Les API, pour commencer, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués avec la signification, API, en français, c'est une interface de programmation d'application. Ça permet à deux systèmes de pouvoir se parler et échanger de l'information entre eux autres. Donc, si on part de cette prémisse, maintenant, comment on peut les utiliser dans ces deux? On peut faire de la création de billets, on peut faire de la création de clients, la création de CI, on peut venir mettre à jour les CI, on peut venir mettre à jour les billets. Le langage qu'on utilise, c'est du JSON Application. Donc, c'est la restriction qu'on a autour de nos API. Il y a plusieurs autres formes d'API, il y a plusieurs autres formes de langage, de scripting d'API. Cependant, nous, on est vraiment réservé sur le JSON Application. Un use case courant qu'on a, c'est lorsqu'on veut utiliser justement un API provenant d'un autre système. Donc, on a un système de gestion d'inventaire quelconque, on a un système de gestion de parc informatique et on désire prendre une information qu'on a dans ce système et venir l'ajouter dans ces deux ou déclencher littéralement, exemple, une alerte. Si on a un système d'alertage, exemple un Sentinel, un PRTG, des choses comme ça, on pourrait, avec une séquence logique, venir appeler l'API de ces deux pour créer un billet, associer des CI, tout ça. Donc, à la base, ça semble relativement simple. Il y a certaines contraintes qu'on doit respecter. Il y a certaines informations quand on vient pour créer les API qui sont vraiment, vraiment importantes. Pour les billets, c'est sûr et certain, tout ce qui est la catégorie de la demande, le catalogue de la demande, le nom de la demande, tout fonctionne en arrière-plan par des ID qu'on appelle souvent en langage de programmation des GUID. Mais dans ces deux, on essaie de garder ça simple pour les utilisateurs. Donc, on y va avec des ID. Ensuite de ça, ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre un billet et venir mettre à jour soit des billets enfants, des billets parents ou tout autre billet dans ces deux avec ce qu'on appelle des appels de Update Property ou Update Properties. L'idée en arrière, c'est que si on prend un update property, là, désolé, c'est vraiment très anglophone, les termes et l'utilisation, mais un update property, c'est pour mettre à jour une seule propriété, exemple dans un billet, que ce soit le statut, l'état ou un champ personnalisé. Un update properties, ça nous permet de mettre une collection justement de propriétés à mettre à jour et on peut toujours aussi venir chercher des informations à partir d'un CI, à partir d'un client, à partir d'un autre billet. Donc, tout est interrelié à travers toutes les entités connues dans ces deux. Donc, client, ressources, billets, CI, notes, tâches, tout ça, on peut interagir avec des API. Cependant, les API, c'est vraiment une utilisation quand on rencontre soit une restriction dans l'utilisation de ces deux ou à partir d'un autre système, ou on veut simplement simplifier les flux de travail et les processus automatisés. Donc, je vous dirais que l'utilisation des API, c'est très le fun. Moi, j'adore ça. J'en mange quotidiennement. Cependant, c'est vraiment dans l'optique où je veux aller chercher plus que ce que ces deux m'offrent déjà.
parce que les processus automatisés, les automatisations qu'on vous permet de faire sont très, très, très évolués, ils fonctionnent très bien. Les API, ça permet surtout d'aller chercher de l'information d'un autre système. Ensuite, dans un API, maintenant, on ne l'a pas dans le visuel ici. Ce qu'on vous présente comme dans les slides, c'est vraiment plus le codage, à quoi ça ressemble. Dans le gestionnaire des API de C2, on peut faire ce qu'on appelle un mappage de champ. On peut venir prendre la réponse de l'API, donc le résultat de la requête qu'on a fait, et venir la redistribuer dans les champs personnalisés ou système d'un billet, d'un CI, d'un client ou même d'une entreprise si on interagit sur une entreprise. Donc, tout ça se fait à partir de C2 dans le gestionnaire des API de C2. Pour ce qui est de la création des CI, on a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération, surtout si ça provient d'un système externe, parce que C2 fonctionne au niveau des API avec ce que je mentionnais tantôt, les ID. Donc, pour être capable de pouvoir prendre une information d'un système de gestion d'inventaire, exemple, soit un Landsweeper ou un SSIM, et être capable de faire un lien logique avec la CMDB dans C2, il faut absolument qu'on ait un lien logique, donc le ID qui se trouve être la clé unique dans les deux systèmes. Donc, il y a toujours des méthodes avec votre analyste. Vous allez pouvoir déterminer laquelle est la plus appropriée dans votre situation. Mais à partir de ce moment-là, on va prendre l'ID justement de votre système externe. On va l'ajouter dans C2 et c'est là où les deux vont pouvoir parler le même langage, vont pouvoir s'interagir entre les deux. Et vous allez pouvoir mettre des flux automatisés plus intelligents, plus préventifs aussi à ce niveau-là. Fait que ceci dit, je crois qu'on a fait pas mal le tour jusqu'à date pour la portion API. Merci beaucoup, Martin. Donc, on passe au suivant, qui est les tableaux de bord et rapports. Donc, encore là, on a eu beaucoup de questions par rapport aux tableaux de bord, les KPI, etc. On les a regroupés. Là, vous n'allez pas voir peut-être votre question directement. On les a regroupés dans les sujets. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Rima, mais au niveau de la question, comment utiliser les rapports, quels sont les avantages des différents concepteurs de rapports possibles? Merci, Martine. Donc, effectivement, dépendamment des besoins en termes d'extraction et d'utilisation des données, C2 offre la possibilité d'utiliser 3 différents outils. Donc, on a les tableaux de bord C2, qui est un module interne développé par C2. La deuxième option, c'est StimulSoft. Alors, c'est un outil de génération de rapports directement intégré dans C2. Et la troisième option, c'est une intégration avec Power BI. Donc, dans le cas où vous avez déjà Power BI de votre côté, on peut vous fournir un accès à votre entrepôt de données pour le connecter avec Power BI. Donc, je vais commencer avec la première option, c'est les tableaux de bord. Donc, comme je disais, c'est un module développé par C2 et qui permet de sortir des données plutôt simples, on va dire. Donc, l'avantage de cet outil, c'est qu'il est directement connecté à la base de données. Donc, il n'y a pas de temps d'attente pour recevoir l'information. C'est un module qui est interne. Il nécessite peu de configuration de connaissances techniques, etc. Et il se base sur le module de recherche C2, pour ceux qui connaissent. Il permet de répondre rapidement à un besoin. Donc, ce qu'on peut faire avec les tableaux de bord, c'est, comme je disais, relativement simple. Donc, on a des graphiques par regroupement de données et par période. Et on peut aussi avoir des dénombrements. Donc, par exemple, on peut avoir le nombre de billets créés dans une certaine période regroupés par type de demande. Et finalement, le lien public, on peut avoir un lien public à ce tableau de bord. Donc, on peut l'envoyer directement via courriel. La personne n'a pas besoin de se connecter à C2 pour voir ce tableau de bord. Donc, la deuxième option, c'est, comme je disais, StimulSoft. Donc, StimulSoft, c'est un outil qui est intégré directement dans C2. Il n'y a aucune installation à faire de votre côté. StimulSoft se base sur l'entrepôt de données et pas directement sur la base de données.
qui est mis à jour environ 3 fois par jour en production. Ça donne beaucoup plus de liberté pour manipuler les données. On utilise principalement le langage SQL. Donc, on peut faire des calculs de temps, des moyennes, des dénombrements, des formules mathématiques assez complexes, des différences de taille, etc. On peut générer des tableaux complexes et on peut aussi intégrer quelques graphiques simples comme des pointes de tarte, histogrammes, un peu ce qu'on avait vu dans les tableaux de bord aussi. Ça permet d'appliquer des filtres assez complexes, dépendamment de vos données. On peut, à partir de ces rapports, on peut extraire de l'intelligence et ça pourrait nous permettre de mieux gérer nos services. On peut aussi, l'avantage d'intégrer le StimulSoft AC2, c'est qu'on peut envoyer ces rapports automatiquement par courriel. Par exemple, je peux envoyer un courriel à un gestionnaire une fois par mois pour qu'il ait accès à un rapport bien spécifique. Et nous avons des experts de notre côté qui peuvent analyser vos besoins et créer des rapports adaptés. Et la troisième option, c'est Power BI. Donc, pour ceux qui ont déjà une licence, je n'ai pas besoin de vous vanter les mérites de cet outil, vous connaissez déjà. C'est un outil assez puissant qui permet de faire des tableaux de bord et des visuels très détaillés. Comme StimulSoft, cette Power BI se base sur l'entrepôt de données. Donc, encore une fois, ce n'est pas live, l'information n'est pas directe, mais c'est mis à jour environ 3 fois par jour. Ça offre aussi l'avantage d'intégrer à d'autres plateformes et ça fait des calculs, des analyses, des tableaux de bord, etc. Donc, pour résumer, les tableaux de bord C2 pour des dénombrements ou des graphiques simples regroupés par données par période. StimulSoft pour extraire des tables avec des données calculées assez complexes, des moyennes, des différences, des dates, etc. Et des graphiques simples aussi. Et finalement, Power BI peut faire tout ce qu'il y a avant, plus quelques jolis tableaux de bord qui sont très visuels. Voilà, c'était bon. Martine, je te repasse la parole, tu es en lieu. Donc, la deuxième question par rapport au tableau de bord et les rapports, je pense c'est peut-être venu aussi du dernier webinaire qu'on avait fait au niveau des SLA. Donc, quels sont les meilleurs indicateurs de performance, les KPI, sur lesquels se baser pour améliorer les services en se basant sur les tableaux de bord natifs de la solution? Je vais passer la parole à Francis. Merci, Martine. Tel que Martine l'a mentionné, vous avez été plusieurs à poser des questions sur les KPI. Les KPI ont la nomenclature, on dit KPI pour Key Performance Indicator ou des indicateurs clés de performance. On peut les classer en 3 familles. Mettons comme au niveau de l'achalandage. On peut savoir l'achalandage de ce qui se passe dans notre C2. Le nombre de billets qui a été ouvert depuis 24 heures ou les 7 derniers jours, le dernier mois, les 3 derniers mois. Tout comme aussi le nombre de billets qui a été fermé dans cette période-là. On peut avoir aussi le nombre de total de billets qui pourraient être regroupés par type de billet ou par fil, qui vont nous donner des indicateurs sur l'achalandage, sur qu'est-ce qui se passe dans notre C2. On a aussi une famille comme la charge de travail qu'on peut retrouver dans nos équipes. On peut avoir le nombre de billets qui sont par ressource ou par fil ou par type de billet tout simplement, de sorte qu'on est en mesure de pouvoir avoir une vue rapide de la charge et le comportement de ce qui se passe. Les autres indicateurs de performance sont principalement utilisés au niveau des rapports parce que, comme Rima l'a mentionné, ça implique des calculs, des formules, des comparaisons de dates et des choses comme ça. On va retrouver des délais moyens de prise en charge, des délais moyens de résolution, le nombre de billets répondus en moins de 24 heures, ou le délai moyen minimum ou maximum de résolution d'un billet. Ça, c'est des informations qu'on va retrouver dans les rapports de StimulSoft ou de Power BI. Dans le cas où ceux qui utilisent les SLA, les Standard Level Agreement,
On est en mesure de pouvoir aller chercher d'autres indicateurs comme le nombre de billets qui ont été répondus dans les temps ou qui ont été résolus dans les temps. On est en mesure d'avoir des barèmes, on a des standards, on est capable de pouvoir faire des comparaisons et de faire ressortir les quantités de billets qui ont été répondus ou résolus dans les temps, tout comme le pourcentage des billets qui ont été résolus. Donc, ça nous donne une information, un indicateur sur la santé de notre équipe, comment ça se passe et le comportement de nos équipes. Ce qui constitue principalement la majorité des indicateurs. Ça reste que c'est toujours selon vos besoins. Il y en a qui peuvent vous parler davantage, il y en a qui peuvent vous parler moins. Il y a toutes sortes d'informations qu'on peut faire afficher. L'avantage du tableau de bord aussi, c'est qu'il est en mesure de pouvoir être lié avec des recherches. Dans C2, on a des recherches qu'on peut faire avec des paquets de conditions et le résultat de ces recherches-là peuvent être affichés dans les différents graphiques de notre tableau de bord, un peu comme le présente ici dans les captures d'écran. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à nous les faire parvenir, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Martine. Merci, Francis. On passe au prochain bloc, donc expérience utilisateur. Au niveau de l'expérience utilisateur, on avait quelques questions. Je vais laisser la parole à Mélila. La première question, comment bien faire la configuration des catégories sur la page du portail client C2? Oui, donc peut-être l'exemple le plus simple que je peux donner sur ça, c'est le menu au restaurant. Donc, les catégories dans C2, c'est comme un menu au restaurant que vous pouvez ouvrir et après, vous allez avoir, par exemple, le menu du midi, le menu du soir ou le menu enfant. Et à l'intérieur de ces catégories-là, donc vous allez trouver les services et les demandes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait, qu'on organise les catégories et les catalogues dans C2. Le plus important, c'est que vos catégories dans ces deux aient les bonnes demandes de regrouper à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs catégories et chaque catégorie, elle va avoir les demandes qui sont associées à l'intérieur de cette catégorie ou ça peut être catalogue. En fait, c'est selon la taille de votre entreprise. Et pardon, je voulais juste ajouter, peut-être, oui, je me suis rappelé qu'on avait fait un webinaire sur la gestion du catalogue de services. Donc, je vais vous inviter à regarder ce webinaire pour avoir vraiment les bonnes astuces et comment bien gérer votre catalogue de services avec ces deux. On passe à la prochaine question au niveau de l'expérience utilisateur toujours. Comment ajouter un service ou département à notre portail et faire en sorte que celui-ci demeure en ligne, soit efficient et réponde aux besoins des clients? Oui, donc il est possible que même si vous êtes en production, que vous êtes en train d'utiliser ces deux, vous pouvez toujours en arrière-plan ajouter soit un catalogue fantôme qui ne va pas être disponible, donc il ne va pas impacter la vue au portail. Donc ce catalogue, il va servir à contenir des demandes sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Et après, quand ça va être prêt, quand vos demandes vont être prêtes, vous allez juste associer une entreprise à ce catalogue et il va apparaître au portail. Donc, vous pouvez toujours travailler en arrière-plan en ayant votre portail de disponible. Sinon, vous pouvez toujours avoir des demandes privées. Donc, le fait de mettre les demandes privées, même si elles font partie d'un catalogue de services qui est disponible, mais le fait qu'elles soient privées, donc elles ne seront pas disponibles au portail. Une fois que les demandes sont prêtes, vous pouvez les mettre publiques et à ce moment-là, elles vont être disponibles au portail. Mais dans tous les cas, nous allons revenir sur ça avec des astuces de pro pour le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à être là. Et la dernière question au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, en tant que technicien, comment utiliser la base de connaissances lors du traitement des billets? Oui, donc dans un billet, vous pouvez avoir accès directement à la base de connaissances. Vous allez avoir, comme c'est mentionné à l'écran, il y a une section de résolution. Donc,
vous allez déjà avoir une résolution suggérée qu'en fonction de votre sommaire de la demande, il va vous suggérer quelques articles de base de connaissances que vous pouvez directement sélectionner et ils vont apparaître dans la résolution technique. Vous pouvez aussi rechercher avec vos propres mots-clés directement dans le biais, dans la petite case de rechercher une solution. Et si jamais vous faites vous-même de la documentation donc à l'intérieur de la section résolution technique, vous pouvez documenter votre solution. Et cette solution, en mettant des mots-clés dans la case mots-clés, vous pouvez la transformer en article de base de connaissances qui va être créé et qui va être sous approbation. Donc, il faudrait que quelqu'un le repasse et l'approuve pour qu'il puisse être disponible pour vous et pour vos collègues à l'interne. Donc, en privé, il ne sera pas disponible au portail pour les clients. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour les prochains billets où vous allez avoir besoin de cet article de base de connaissances. Donc, c'est très important d'utiliser la base de connaissances. Vous pouvez également structurer vos articles de base de connaissances par catégorie. Donc, vous pouvez avoir des sujets par catégorie. Comme ça va être mieux organisé dans votre recherche des articles de base de connaissances. Merci. Il est là. Ça fait plaisir. Donc, on arrive à notre dernier bloc, qui est la CNDB et les CI. On a laissé un petit peu plus de temps. Il y a quand même beaucoup d'informations, je vous dirais, qui sont pertinentes et intéressantes. Et on sait que c'est quand même un sujet qui est vraiment d'actualité chez les clients présentement. Donc, on reçoit déjà de façon générale beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je vais redonner la parole à Martin. La première question, comment bien concevoir et implanter un modèle de CMDB? Parfait. Donc, comment implanter un modèle de CMDB? Ben, a priori, il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'une CMDB, au moins être capable de la vulgariser puis de l'imager. On peut dire qu'une CMDB, c'est un peu comme un classeur. Un classeur dans lequel tu as des tiroirs et tu as des filières. Dans les filières, on met des items, on met des documents. Et la CMDB, c'est à peu près la même chose. On a un type de CMDB, on a les dossiers et on a des catégories de CI. Donc, si on prend un peu l'image de la filière, autrement dit du classeur, c'est un type de CMDB par classeur. Vos dossiers sont vos tiroirs et les filières dans le tiroir sont les catégories de CI et on vient mettre les CI dans les filières. Donc, maintenant, la différence entre un CI et un asset, souvent ce qu'on appelle un actif. Ça, c'est important, vraiment bien les comprendre et définir parce que c'est ce qui va aussi dicter un peu comment on va structurer le modèle de CMDB, tout dépendamment aussi des départements. Un département informatique a des besoins précis versus les ressources matérielles ont d'autres besoins. Et il y a d'autres départements aussi qu'on pourrait rajouter comme des RH, les marketing, tout ça, qui, eux, ont des besoins un peu plus particuliers dont la structure de CMDB peut être totalement différente. Donc, qu'est-ce qu'un actif ou un asset versus un CI? Bien, un actif, souvent, ça se trouve être un item de ta CMDB qui est plus souvent qu'autrement physique, mis à part les logiciels, et qui sont critiques pour l'organisation ou du moins pour le travail. On va prendre un exemple comme un serveur, un portable, des logiciels. Donc, ça ici, c'est vraiment critique. C'est ce qui permet à une entreprise ou à une organisation d'opérer. Un CI, lui, c'est ce qui vient un peu comme excusez-moi l'anglicisme, mais en backup. Il vient aider. Donc, un portable, c'est le fun d'avoir un portable, mais si tu n'as pas de clavier, souris, bien, ça va moins bien. Donc, un CI pourrait être justement clavier, souris. Un CI pourrait être aussi, on veut se faire des maintenances dans une CMDB. C'est ce que ça permet de faire. Donc, on peut avoir un CI qui, lui, contient des dates dans lequel on va dire, bien, après un processus, si la date vient à échéance, bien, on déclenche quoi? Un courriel, on crée un billet, on envoie une notification. Donc, tout ça, c'est opérationnalisé à partir de la CMDB. À partir de ce moment-là, on décide qu'est-ce que je veux aussi avoir dans ma CMDB. C'est sûr et certain qu'on peut aller loin. On peut aller jusqu'à inventorier tes crayons puis tes paquets de papier. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on a vraiment le temps et
le temps et l'énergie requise pour pouvoir maintenir ça, parce que c'est le fun de le rentrer, mais il faut le maintenir par la suite. Donc, souvent, ce qu'on peut s'orienter, c'est qu'est-ce qui est un actif sur lequel j'ai un amortissement. Donc, ça rentre dans la catégorie un peu des actifs, un asset. Donc, ça, c'est toujours les premiers qu'on va regarder. Par la suite, on va regarder qu'est-ce que je veux être en mesure de suivre en inventaire. C'est sûr et certain qu'un asset, comme un serveur, un ordinateur, un cellulaire, une tablette, tout ça, c'est facile de les répertorier sur le réseau parce que sont sur le réseau, on peut les détecter avec plusieurs plateformes, ils ont un agent qui roule dessus et ils rapportent toujours ce qu'on appelle en informatique un phone home. Donc, il dit tout le temps, je suis présent ou je ne suis pas là. Une souris, un clavier, c'est un peu plus difficile. Ce qui fait en sorte que c'est là où on trace une ligne à savoir où je veux mettre mon effort, puis où est le gain que je peux avoir pour formater, pour structurer ma CMDB. Donc, c'est sûr et certain que tout ce qu'on peut récupérer à partir d'un système externe, comme j'ai mentionné tantôt, on fait un lien un peu avec les API, être capable d'aller faire un import ou aller chercher, mettre à jour, bien, c'est quelque chose qu'on va le faire en premier lieu. On va catégoriser serveur, portable, tout ça. À ce moment-là, est-ce qu'on veut exploser un peu? Serveur, j'ai-tu des serveurs virtuels? Est-ce que je me crée des catégories de CI? Ça se ferait des discussions à avoir avec votre analyste quand vous êtes rendu à l'étape d'implémenter justement une CMDB, à savoir jusqu'où vous voulez aller. Maintenant, pour tout ce qui est des CI, donc on mentionnait tout ce qui est les services, les contrats, les CI qui permettent de déclencher des processus pour la maintenance, les souris, tout ça, les stylets qui viennent avec des fois avec les 2 en 1, les portables 2 en 1, bien, il faut se poser la question, est-ce que je veux me faire une tâche d'inventorier tout ça pour que par la suite, je puisse avoir des processus qui viennent les maintenir à jour. Donc, comment bien concevoir et implanter un modèle de CMDB? Il faut préalablement déterminer c'est qu'est-ce que mes actifs, qu'est-ce que je veux avoir comme CI, comment je veux le représenter à mes ressources selon le département. Puis qu'est-ce que je veux faire aussi par la suite avec? Est-ce que je veux juste faire du reporting? Est-ce que je veux me mettre d'autres processus? Est-ce qu'il y a des DCI qui sont critiques pour l'organisation, donc je vais avoir un visuel puis un monitoring plus serré dessus. Donc, ce sont tous des questions qui vont venir un peu structurer, qui vont venir impacter quoi et comment on va le gérer dans la CMDB. Oh, tu es sur mute, Martine. Je ne veux pas faire de bruit pendant que vous parlez, sauf que quand j'arrive pour en reparler, je suis sur mute, désolée. Donc, pour aller un peu plus loin dans la structure de la CMDB, dans l'inventaire, quelle est la différence entre les CI affectés et les CI dépendants? Ça, c'est le fun. Parce que comme on peut voir un peu dans le screenshot ici, ça crée un peu un diagramme, un visuel de voir qui est rattaché à quoi. Cependant, ça ici, c'est vraiment à titre visuel. On ne peut pas déclencher à partir de ce diagramme-là des processus. C'est vraiment à haut niveau, on regarde, bon ben, si j'ai, on va prendre exemple une structure d'un parc informatique. Habituellement, on a un tenant qui ensuite a des domaines et ainsi de suite, on descend. Donc, on pourrait facilement dire, ben, j'ai un tenant qui, lui, a des CI, ce qu'on appelle affectés. Donc, si mon tenant a un problème, qui en dessous de mon tenant va être impacté par la panne, par la problématique, par une cyberattaque, ça peut être jusqu'à ce niveau-là. Donc, ton CI affecté ici va être systématiquement qui est impacté par un bris ou une panne. Ton CI dépendant, lui, c'est l'inverse. Donc, j'ai un serveur. Mon serveur, lui, habituellement, est rattaché à un domaine. Donc, ton domaine est en haut et ton serveur, lui, est dépendant de ton domaine. Donc, c'est dans cette optique-là ici qu'on doit voir. Le graphique ici, on peut le voir. Tu en as un ici qui est supérieur et qui se trouve à être affecté. Il va affecter ceux qui sont en dessous et ceux qui sont en dessous vont venir être dépendants du niveau supérieur. Donc, la notion ici affecté dépendant, des fois, peut peut-être venir un peu mener à de la confusion, surtout selon notre compréhension et l'utilisation des termes dépendant et affecté. Cependant, il faut toujours retenir que la façon de le voir, c'est j'ai un CI ou un asset, et si lui a une problématique quelconque,
qu'est-ce qui est impacté, qui est affecté par cette problématique-là. Et de cette façon-là, on est capable de vraiment bien différencier un CI affecté versus un CI dépendant. Juste un petit rajout excusez, que t'as oublié. Le nom les relations qu'on met sur le graphique, il faut toujours les lire de droite à gauche. Souvent, on voit cette erreur-là. C'est vraiment tout le temps de droite à gauche en fonction du dépendant et de l'affecté. Une petite parenthèse. Merci. La dernière question au niveau de la CMDB et des CI, comment utiliser ces deux pour maintenir l'inventaire des quantités pour le matériel informatique de petite taille, tel que clavier, souris, câble, pour ensuite permettre à un processus de créer un billet de commande lorsque l'inventaire atteint un seuil défini? C'est une super belle question pour mettre en place un beau processus relié avec vos billets dans ces deux. Donc, vas-y, Martin. Parfait. Celui-là, ici, il est très demandé, sans nécessairement être complexe, parce que je vais juste faire une petite parenthèse. La complexité de votre CMDB, des processus qui s'y rattachent, va toujours dépendre de votre besoin en partant. Pour être capable de venir gérer un peu les quantités matérielles des items de petite quantité, je reviens un peu à la première question, c'est dans la structure de votre CMDB, vos CI. Ce sont des CI, exemple, si on prend un clavier, souris, câble, ce pas des choses qu'on peut répertorier facilement à partir d'un système sur un réseau. Donc, a priori, ces CI-là vont devoir être gérés entièrement dans ces deux par des processus, que ce soit à partir d'un billet d'approvisionnement pour les ressources matérielles, avec des approbations, tout ça. Et on va pouvoir venir faire du +1, -1 au niveau du CI. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Est-ce qu'on veut avoir un CI unique sur, exemple, un clavier, puis je fais juste me dire, ben moi, je n'ai pas besoin d'avoir, si j'ai 250 personnes dans mon organisation, je n'ai pas nécessairement 250 claviers, je veux juste avoir quelque chose de très simple. Un CI avec des quantités en inventaire, combien j'en ai acheté, combien j'en ai d'attribués et combien j'en ai qui sont perdus, brisés, volés. Donc ça se trouve être aussi des notions qu'il faut garder en tête, là, car certains de nos organismes font des audits sur justement les dépenses qu'on fait pour s'assurer que ça soit vraiment bien géré. Donc, à partir de ce moment-là, c'est tous des processus automatisés qui viennent, que ce soit à partir d'une demande d'incident, d'une demande de service ou d'une demande de service provenant des approvisionnements pour dire, ben, j'achète tant de claviers parce que je vois que mon seuil minimum est rendu à un certain niveau. Et ces seuils minimums-là, mais vous les définissez. Donc, supposons, je dis, ben moi, je veux que mon seuil minimum en inventaire soit de 50 claviers. Bien, aussitôt que le 50 est atteint, bien, il y a un processus automatisé qui roule, à même titre que je mentionnais tantôt dans la deuxième question, c'est on crée des processus qui, eux, viennent valider des dates pour dire, ben, ou des nombres. Donc, j'ai 50 claviers, j'envoie une notification, j'envoie un courriel ou j'ouvre systématiquement un billet que j'assigne automatiquement à un groupe dans une file définie qui, eux, vont dire, ben, moi, je prends ça et j'ai combien de temps? Donc, c'est de là, on peut dire, ben, si j'ai 50 et que je sais que ça me prend toujours 3 semaines, ben, on peut commencer à se mettre des dates de rappel, des SLA. Donc, ça fait référence aussi à un autre webinaire qu'on a eu précédemment. Donc, vous allez pouvoir aussi l'impliquer là-dedans et ça va vous permettre de mieux gérer justement les niveaux d'inventaire pour ne pas tomber à court. Ça ici, ceci dit, il faut faire attention pour ne pas alourdir vos processus. Les câbles, c'est peut-être pas quelque chose que je pourrais recommander. Les blocs d'alimentation, non plus. Cependant, clavier, souris, les stylets, donc tout ce qui est vraiment directement rattaché à un périphérique, ça oui. Mais les câbles, à un moment donné, c'est que ça devient trop lourd, puis ça devient une tâche un peu incommensurable parce qu'au début, il faut toujours que tu maintiennes ton inventaire. Puis on va se dire des câbles, c'est la première chose, soit qui brisent, soit qu'on les perd. Donc, ça, lui, il pourra venir alourdir un peu les processus. Mais somme toute, avec un seuil défini dans un CI, on dit les quantités qu'on désire avoir. Par la suite, on établit des processus automatisés sur ces quantités-là. Et tout au long de la vie d'un billet, que ce soit une demande de service, un incident, on vient faire du +1, -1, on les assigne aux clients.
Et par la suite, on est capable de définir, savoir mais combien j'en ai. On peut même, par la suite, avec justement des KPI et des rapports que Rima et Francis nous ont présentés, venir faire un peu ce qu'on appelle de l'open to buy. Donc, on regarde un peu, on fait de la prévision budgétaire, à voir, ben, j'en ai combien j'en ai eu, combien j'en ai acheté, combien j'en ai distribué l'année dernière. Donc, on est capable de mieux se situer à ce niveau-là. Merci, Martin. Plaisir. Donc, ça fait le tour des questions qu'on avait reçues et regroupées en grandes familles. Donc, rebonjour. Donc, on va passer à la conclusion. On va faire ça rapide. Bien sûr, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou des questions subséquentes au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, vous avez le temps maintenant d'en saisir. On a déjà une de Mme Anne-Marie Gagné qui attend qu'on lui réponde. Donc, on va passer rapidement. Comme l'équipe l'avait mentionné, comme je l'ai mentionné en intro aussi, vous avez ici une liste complète de ressources pour chacun des blocs de contenu auxquels on a fait référence aujourd'hui. Donc, vous avez autant des articles de base de connaissances que des webinaires passés pour venir approfondir un sujet ou un autre. Donc, tout ça va être disponible dans le PDF qui va être envoyé avec l'enregistrement et dans le centre de webinaire également. Par la suite, comme d'habitude, on a toujours aussi notre sondage, comme je vous mentionnais en intro. Donc, vous pouvez scanner le code QR, vous pouvez attendre le lien dans le chat ou vous pouvez attendre le courriel. C'est hyper précieux pour nous d'avoir votre opinion, votre avis. Ça nous permet d'élever la série de webinaires pour faire en sorte qu'elle réponde à vos besoins. À la fin de la journée, c'est vraiment avec vous en tête qu'on fait ces séries-là. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour qu'on lui réponde par la suite. On essaie vraiment d'être à l'écoute et flexible avec la série pour répondre à vos besoins. Dans cette optique-là, le mois prochain, c'est notre webinaire d'astuces de pro. Donc, ce mois-ci, vous êtes venus vers nous, vous nous avez posé vos questions. Le mois prochain, c'est l'équipe, encore une fois, qui va vous donner leurs trucs. Donc, vous êtes peut-être déjà familier avec la série Astuces de Pro. On avait fait un recueil imprimé de trucs pour le volume 1 un peu après les fêtes. Donc, ce qu'on va faire dans cette section-ci, c'est vous présenter les trucs les plus populaires et les plus pratiques de ce recueil-là et on va aussi mettre en place le volume 2 ensemble. Donc, ça va être des nouveaux trucs qui vont vous faire parvenir. Puis, à la fin de l'événement, vous allez probablement avoir les deux recueils téléchargeables que vous allez pouvoir garder avec vous. Et petite note aussi, pour la saison, webinaire-ci va être le dernier pour l'année. Également, en ayant notre audience en tête, l'été, souvent, vous avez bien d'autres choses à faire ou étant plus en projet. Donc, on n'aura pas de webinaire en juin, en juillet et en août. Donc, l'été, on prend une pause. Le webinaire de mai sur les astuces de pro va être le dernier de cette saison-ci. Donc, ne le ratez pas et on espère que ça va vous donner des bons trucs pour le reste de l'année puis de votre expérience avec la plateforme C2. Donc, à l'écran, vous avez aussi diverses façons de rester en contact avec nous, que ce soit via nos plateformes sociales, notre blog, l'infolettre et tous les liens auxquels vous êtes habitués.